Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gwenaëlle Garnier, je suis directrice opérationnelle du Carnomer au sein de la direction développement à Centrale Nantes. Je vous remercie de vous joindre à nous pour ce webinaire Carnomer. Donc, l'objectif de ces webinaires que nous faisons de façon assez régulière est de présenter des collaborations qui ont lieu entre unités de recherche labellisées Carnot et puis des entreprises qui interviennent dans le secteur maritime. Aujourd'hui, nous allons aborder la collaboration entre Naval Group et l'unité GEM, qui est l'unité de recherche en génie civil et mécanique et qui a pour tutelle Centrale Nantes, Nantes Université et le CNRS. Mathilde Chevreuil nous présentera un petit peu plus précisément tout à l'heure. Donc, sur la modélisation et la surveillance des structures navales, particulièrement les travaux autour de la surveillance en temps réel d'un mât composite, donc au fait l'objet d'une thèse sur laquelle a travaillé Mathias Rioux. Donc, nous accueillons Mathilde Chevreuil, qui est maîtresse de conférence au sein du GEM, et Mathias Rio, qui est aujourd'hui ingénieur de recherche au sein de Naval Group. Donc, je les remercie tous les deux pour cette rendu disponible ce matin. Mathilde, juste si vous pouvez passer la diapo suivante, juste pour faire un petit rappel. Donc, votre caméra et votre micro sont coupés pendant tout le webinaire. En revanche, vous pouvez utiliser l'onglet questions et réponses qui est en bas de votre écran, et nous gardons un temps en fin de présentation donc pour pouvoir avoir ce temps d'échange avec les intervenants. Et le webinaire est enregistré et il sera diffusé en Ok. replay sur notre page YouTube dans les jours qui arrivent. Donc après, voilà, c'est quelques mots d'introduction sur ce que sont les Carnot. Juste un petit rappel. Je passerai la parole à Mathilde et à Mathias pour une présentation du projet sur un format à peu près de 25 minutes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on va se garder un temps d'échange de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Voilà, donc Ouais. tout, juste en quelques mots, un petit rappel de ce que sont les instituts Carnot et particulièrement le Carnomer. L'Institut Carnot, c'est un label qui est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à des structures de recherche publiques dans le but en fait de développer la recherche partenariale, c'est-à-dire la conduite de travaux de recherche menés par des laboratoires publics en collaboration, en partenariat avec des acteurs socio-économiques, majoritairement des entreprises, et que ce soit des entreprises, enfin ça peut aller de la PME aux grands groupes, donc afin de répondre à leurs besoins d'innovation et derrière ça aux besoins de la société. Ce label Carnot, il garantit, encore un petit peu Ah, avant, il garantit en fait aux partenaires d'un institut Carnot l'excellence de la recherche scientifique et également son professionnalisme en fait dans la conduite de cette relation partenariale et également la mise à disposition en fait de moyens d'essai de pointe. Donc, les instituts Carnot mènent simultanément des activités de recherche en amont qui sont dans l'objectif de renouveler leurs compétences scientifiques et technologiques en vue des besoins futurs des entreprises, c'est-à-dire une partie ressourcement scientifique. Donc, en France, il y a 39 instituts Carnot sur des thématiques qui peuvent être très diverses. Il y a de l'industrie du futur, il y en a dans le textile, il y en a dans la mode, dans la santé, etc. Et donc, la diapo suivante, peut-être un petit zoom sur le Carnomer. Donc, l'Institut Carnomer, c'est le seul institut Carnot parmi ces 39 qui est dédié à l'ingénierie océanique. Il a été fondé donc par Centrale Nantes et l'Ifremer, avec comme partenaires l'UBO, l'UBS, Nantes Université et le CNRS. Et il comporte 9 unités de recherche labellisées. Donc, au niveau du site nantais, c'est le Léa, le GEM et le LS2N. Et côté Ifremer, on est sur les unités, donc Marbec, Géocéan, Dineco, RDT, BIP et Algo. Et l'objectif voilà, les grands axes de travail du Carnomer, c'est de développer les partenariats, la collaboration entre la recherche publique et les entreprises de la filière mer, donc pour une industrie marine qui soit à la fois dérisquée, digitale et durable. Je laisse la parole à Mathilde et à Mathias pour la présentation, de modélisation et surveillance des structures navales, le projet qui a été mené avec Naval Group.
Merci Gwenaëlle et merci pour l'invitation. Euh, donc oui, je vais vous présenter tout d'abord un peu le partenariat qui a été développé avec, enfin, le contexte dans lequel ont été faits les travaux avec Naval Group depuis 2013. Alors, c'est vrai qu'au début, on est allé de la prédiction des modèles et puis s'oriente vers la surveillance des structures en une dizaine d'années. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Mathias pour présenter son projet de thèse. Alors, si je reviens un petit peu sur l'objectif de Naval Group au départ, c'était de pouvoir prédire des réponses de structure qui étaient des prédictions coûteuses parce que les structures étaient soit complexes, soit en environnement incertain. Et donc, ce qu'ils voulaient, alors je ne sais pas si vous voyez la souris, c'était par exemple sur des structures telles que vous avez en haut à droite, c'est pouvoir prédire la puissance acoustique ou bien faire des analyses de fatigue de structure. Ce qui nous a réunis avec le GEM, c'est que parallèlement, donc avec Anthony Nouy, à l'époque, on faisait de la quantification des incertitudes et on voyait nos modèles numériques comme des modèles paramétriques, c'est-à-dire paramètres. C'est ce que vous voyez ici, la puissance acoustique, c'est une fonction qui est paramétrée par un ensemble de paramètres qui peuvent soit caractériser, alors je l'ai mis ici, des paramètres de la structure, hors la raideur ou autre, des paramètres du fluide en écoulement. Ici, ça peut être le nombre de Reynolds ou autre, et éventuellement la fréquence d'occurrence des phénomènes sur la structure. Et donc pour la fatigue, pareil, on s'intéresse plutôt à des contraintes. Alors, ce qu'on faisait justement pour ces paramètres qui pour nous étaient des variables aléatoires dans le contexte des incertitudes, pour les gérer sur des modèles qui étaient coûteux, on faisait des modèles d'ordre réduit, alors ROM en anglais, et de façon plus générale, PROM pour modèle d'ordre réduit paramétrique. Et ce qu'on a développé, c'est des techniques pour faire de l'approximation de rangs faibles, justement pour réduire les coûts de prédiction. Alors, ça a mené à plusieurs projets depuis 2013, toujours autour de ces modèles réduits et de l'approximation de rangs faibles. Alors, on a commencé en 2013, donc avec un projet IRT. C'est Tanguy Moreau de l'IRT qui nous avait réunis. Donc, il y avait à l'époque, ça s'appelait DCNS pour Naval Group. Il y avait STX, donc actuellement les chantiers de l'Atlantique, qui nous réunissaient donc avec le GEM et puis Principia autour des problèmes plutôt de vibroacoustique. Donc là, on est sur la partie prédiction acoustique et vibroacoustique des structures. Et donc l'objectif, c'était d'estimer la signature acoustique de structures maritimes incertaines avec des solvers donc, qui étaient par projection, on va dire, de nos équations sur des bases réduites, mais qui voulaient être le plus non intrusif possible, c'est-à-dire utiliser les solvers qu'utilisaient les industriels en boîte noire. Donc, et ce, toujours dans un contexte d'incertitude et pouvoir prédire, par exemple, des fonctions de réponse en fréquence sur large bande. Donc, ça faisait des problèmes de grande dimension. Et souvent, ce que souhaitaient les industriels, ce qui nous était souvent demandé, c'est de faire ça presque à un coût de problèmes déterministes, tout en voulant prendre en compte les incertitudes. Donc ça a été un premier lot de travaux que l'on a fait où on pouvait comme ça sortir des enveloppes de fonctions de réponse en fréquence en divisant par 100 ou 1000 le coût numérique de ces prédictions. Alors, ça a donné suite tout de suite à d'autres. Alors, je suis désolée, oui, si, à un autre projet qui s'appelait Evalpi et avec Naval Group toujours, et dans le cadre de ce qu'ils ont appelé le JLMT, c'est le Joint Laboratory in Marine Technology, qui est un laboratoire commun entre Naval Group et Centrale Nantes. Donc le JLMT 1, c'était de 2016 à 2019. Et donc cette fois-ci, toujours avec Anthony Nouy et puis moi-même et puis Cédric Leblond de Naval Group, on s'intéressait directement à l'enveloppe des fonctions de réponse en fréquence, mais à partir d'observations de ces fonctions de réponse en fréquence
dans un contexte incertain. Donc l'idée, c'était d'éviter de faire du tirage de Monte-Carlo brut de force, ou bien si on en faisait, d'en faire que sur quelques observations. Donc c'est ce que j'ai appelé faibles données, et d'apprendre des métamodèles sur des faibles données. Donc là, on est plutôt en low data. Et donc on utilise toujours pour ça des modèles d'ordre réduit pour construire des approximations avec très peu d'observations des fonctions de réponse en fréquence. Et donc là, l'idée, c'était de regarder, enfin de pouvoir prédire en fait si, sous contexte incertain, ces fonctions de réponse en fréquence allaient dépasser un certain gabarit qui était donné par Naval Group. Donc ça a fait l'objet de la thèse d'Erwan Grelier et qui a développé comme ça des techniques d'apprentissage assez performantes. Ensuite, toujours sur la même période, on a profité des travaux d'Erwan Grelier pour cette fois-ci aller un petit peu ici en amont, prédire la pression pariétale sur les structures. Donc cette fois-ci, on prenait en compte vraiment les effets aléatoires sur les écoulements. Donc ça, c'était dans le cadre d'un projet ANR Astrid qui s'appelait Modulo Pi. Alors Pi pour propagation d'incertitude. Et donc cette fois-ci, avec en plus le laboratoire LASI à La Rochelle, qui sont plutôt des experts sur les écoulements des fluides en grande dimension paramétrique. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est pareil, c'est de l'apprentissage de la pression pariétale sur nos structures, et cette fois-ci en essayant de tenir compte du temps dans ces métamodèles. Euh, et donc ça, c'était dans le cadre d'un projet ANR. Et donc là, je ne vous en parle pas. Il y avait aussi dans cet ANR une partie des travaux plutôt côté Naval Group sur la fatigue des structures en mer. Ensuite, donc suite à ça, on est parti sur un peu de surveillance. Donc cette fois-ci, pour l'analyse de fatigue des structures. Toujours dans le cadre du Joint Laboratory of Marine Technology, donc JLMT, mais sur le JLMT2, donc la deuxième phase de ce laboratoire commun entre Naval Group et Centrale Nantes. Et donc cette fois-ci, l'idée, c'était de faire de la surveillance de structures en mer, donc à partir de quelques mesures. Et puis, surveillance dit temps réel, donc essayer de faire ça en temps réel sur toujours des modèles réduits. Donc cette fois-ci, comme il y a des structures qui interviennent, enfin pas des structures, des mesures dont on a besoin, donc on a profité des connaissances ici et des compétences au GEM, donc de Dominique Leduc et puis Cyril Lupi, qui sont plutôt des opticiens pour instrumenter les structures avec les fibres optiques pour essayer de faire de l'assimilation de données avec nos modèles numériques basés sur des modèles réduits. Donc l'idée, hein, c'est d'aller jusqu'au post-traitement pour aller faire du calcul de durée de vie des structures, donc en conditions d'exploitation. Ça, c'est l'objectif in fine. Donc tout ça, ce sont les travaux de Mathias Rioux qui vont être présentés maintenant. Et donc ça, c'était pour présenter un petit peu le contexte de nos travaux avec, avec Naval Group. Donc je vais laisser Mathias présenter ses travaux juste maintenant. Alors je suis désolée, c'est moi qui ai le contrôle de la souris. Donc, Alors, du coup, je reprends la main là pour présenter du coup les travaux de thèse dans le cadre du GLMT, mes travaux de thèse. Donc, le sujet de thèse portait sur la surveillance en temps réel d'une structure composite navale instrumentée de capteurs optiques. Et j'étais encadré, comme l'a dit Mathilde, par Dominique Leduc, Mathilde Chevreuil et Cyril Lupi au GEM. Et côté Naval Group, dans le centre d'expertise des matériaux et des structures navales par Émile Biédot et Cédric Leblanc. Donc, si je passe à la... Voilà, donc le plan de ma présentation, je vais le faire en trois temps. Un partie introductive au début. Je vais présenter quelques travaux expérimentaux qui ont été menés lors de la thèse et quelques travaux numériques pour finir. Donc, pour introduire
il y a des enjeux industriels pour Naval Group et pour ses clients. L'un d'entre eux, c'est de maîtriser la durée de vie de ces structures, c'est ce qui est indiqué tout à droite. Et donc, pour répondre à cet enjeu, on décide de faire de la surveillance. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer en service le reste à vivre en statique et en fatigue d'une structure. Donc, pour ce faire, on va passer d'une mesure de déformation locale, epsilon local, pour passer à une reconstruction de contraintes globales, et enfin aller sur un nombre de cycles. Et on va appliquer ça à une structure plutôt de complexité intermédiaire, qui va être un hydrofoil, là, qui est illustré à gauche, en composite carbone époxy, et qui peut être représentatif, si on regarde au-dessus, d'une barre de plongée ou d'un safran de sous-marin. Et donc, on a trois sous-objectifs inhérents à l'objectif principal. Le premier, c'est de capter la donnée sur la structure navale, donc epsilon local. La deuxième, c'est de reconstruire le champ de contraintes subi en temps réel, donc c'est les contraintes. Et le dernier, c'est de qualifier en fatigue les matériaux de la structure. Euh, donc, pour répondre à ces objectifs, on a proposé le schéma suivant, là, qui représente en fait les différentes briques qui doivent être reliées entre elles pour répondre à la méthode de surveillance. Il y a une partie verte qui concerne la mesure, la donnée, une partie bleue qui concerne la modélisation et une partie rouge le post-traitement. Donc, si on part de la partie bleue en haut, on a le modèle élément fini qui est issu du bureau d'études euh, qui a fait le design, enfin la conception de la structure. Nous, on a besoin d'être en temps réel, donc on va réduire ce modèle élément fini et on va utiliser une méthode dite hybride qui va optimiser la simulation de la donnée. Et donc, c'est en réduisant le modèle qu'on va définir, enfin, c'est cette réduction de modèle qui va définir la localisation des capteurs pour optimiser la reconstruction d'un champ d'intérêt en sortie. Et donc après, dans la partie verte, on doit choisir le type de capteur et la méthode d'intégration. Ça va rentrer dans la partie bleue, donc dans le modèle réduit hybride, qui va pouvoir reconstruire la variable d'intérêt avec le moins d'erreur possible selon sa construction. Et ensuite, on pourra l'interpréter dans la partie rouge à l'aide de campagnes amont en fatigue et en statique pour arriver à une durée de vie ou un état structurel en temps réel. Et donc, dans les planches suivantes, je vais vous présenter d'abord la partie des travaux de la partie verte, là sur les travaux expérimentaux. Donc, la partie verte, c'est l'instrumentation des capteurs. Et après, il y aura la partie rouge, la durée de vie en fatigue, donc en amont et en aval. Donc, si je commence par la partie plutôt mesure, on a décidé d'utiliser des capteurs fibre optique à réseau de Bragg. Donc, c'est des capteurs qui permettent de faire une mesure discrète de déformation de température et de pression. Euh, euh, c'est une mesure longitudinale dans le sens de la fibre. En fait, quand on va venir comprimer ou étendre la fibre optique, comme c'est indiqué sur le schéma explicatif, on va décaler la longueur d'onde qui est renvoyée par le réseau de Bragg dans la fibre optique. Et ce décalage de longueur d'onde, il est directement relié à des informations de déformation, de température et de pression. Et si on prend en compte que la déformation, cette relation, elle est indiquée dans la formule qui est en bas à gauche. Et pourquoi on a choisi ces capteurs? Parce qu'ils ont de nombreux avantages, surtout dans le domaine marin, de durabilité, d'insensibilité à la corrosion, et ainsi qu'au bruit électrique et magnétique. Et donc, si on va surmonter des pièces composites qui sont proches d'optroniques ou de systèmes radar, c'est un énorme plus. Par contre, il y a aussi des difficultés qu'il faut prendre en compte dans le placement des capteurs, leur intégration, notamment avec le collage pour avoir des bonnes fonctions de transfert entre la structure et le point de mesure. Euh, Donc, il y a différentes méthodes d'intégration de ces capteurs. Maintenant qu'on a choisi le capteur, il faut l'intégrer à la structure composite. On peut l'intégrer directement à cœur de la structure, en haut à gauche, ou alors en surface, par des systèmes de patch, là, qu'on peut voir. Et nous, on a choisi de faire un compromis entre les deux et d'instrumenter en rainure. En fait, comme ça, on peut respecter l'état de surface de la structure. Et comme c'est un hydrofoil ou une barre de plongée, il faut avoir un profil hydrodynamique qui soit respecté. Donc, on ne pouvait pas se mettre en surface et on ne voulait pas se mettre à cœur parce que ça demande d'interférer dans le processus de fabrication et c'est très peu réparable en fait s'il y a une casse après. Et il y a aussi des problèmes de sortie de fibre optique des pièces qui sont des zones de fragilité. Donc ça, on l'a un peu calibré avec des essais. Là, on voyait un essai de traction avec une éprouvette qui est instrumentée sur la face supérieure par une fibre optique à réseau de Bragg dans une rainure et sur la face inférieure par des jauges de déformation résistives, je dirais standard. Et donc, on a fait des chargements évolutifs, différents runs de ces chargements. Donc, on a fait des paliers de charge à 14, 28 et 42 kN, là, par exemple. On voit qu'on est assez répétable sur la plupart des runs, sauf le premier, qui était un run un peu de mise en place où les morts et les fibres les fibres de carbone se sont mises en place dans l'éprouvette et donc on avait une réponse un peu différente sur le premier run, mais après on était assez répétable.
On a une erreur qui évolue un petit peu avec le chargement, mais nous, ça c'est peut-être lié au fait que la rainure sur les faits d'épaisseur de composite, elle apporte un peu d'erreur. On n'est pas totalement en traction, mais on a un peu de flexion. Pour autant, on a des erreurs qui sont assez faibles et nous, dans le cas d'études de l'appendice, les efforts attendus, ils sont en dessous de 42 kN. Donc on est assez confiant sur cette erreur de inférieure à 2% là, pour les essais suivants. Donc voilà pour la partie capteur. On est en capacité maintenant de mesurer des déformations en avant du modèle. Qu'est-ce qu'on fait en sortie de modèle lorsqu'on a reconstruit les contraintes pour arriver jusqu'à une durée de vie? Eh bien, il faut des campagnes de fatigue sur les différents matériaux qui composent l'appendice. Donc, on a fait des campagnes de fatigue sur le matériau UD, donc unidirectionnel. Toutes les fibres de carbone sont dans le même sens. Tissé et le macropli, qui est un pli en fait qui est composé de 6 plis élémentaires, un pli tissé, 4 plis unidirectionnels et un pli tissé. Donc, à chaque fois, on a fait des campagnes en traction ondulée avec un rapport de charge de 0,1, c'est-à-dire qu'on est toujours en traction. On avait des fréquences à peu près équivalentes, un peu plus élevées pour l'unidirectionnel parce que il s'échauffait moins. Et on a fait différents paliers de charge pour construire des courbes de voleur. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les développements, mais sur la planche d'après, je vais vous présenter les résultats assez directement. Donc, quand même à gauche, j'ai fait une comparaison là, de deux méthodes de post-traitement euh, qui permettent de passer des points bruts qui sont affichés aux courbes de fatigue. Donc, il y a la méthode de Basquin qui est assez standard, qui est celle en très plein qui commence à 10 exposants 3 cycles. Et il y a celle de Sendikish qui a l'avantage de pouvoir remonter jusqu'à l'origine et de proposer des probabilités de rupture aussi. Là, j'ai affiché 5%, 50% et 95%. Et on remarque qu'entre les deux méthodes, on est assez comparable sur la zone de viabilité de Basquin, ce qui nous amène à choisir cette méthode pour le post-traitement de nos résultats. Et donc à droite, vous avez les résultats pour les trois campagnes de fatigue, unidirectionnelle en bleu, tissé en rouge, et le macropli qui est composé des deux autres matériaux en violet. Et on a des dispersions qui sont un peu différentes, surtout pour unidirectionnelle, on est plus dispersé parce que c'est beaucoup plus sensible à l'orientation des fibres de carbone. Et donc ça amène beaucoup de dispersion, surtout dans les essais statiques. Et pour le macropli, on est moins dispersé, mais on a aussi moins d'éprouvettes. Donc, si ça se trouve, c'est inhérent au manque d'éprouvettes. Donc, voilà pour la partie expérimentale. Donc, on est capable de mesurer en amont des déformations. Et si on a des contraintes en sortie, on peut les transférer en durée de vie grâce aux courbes de Vola. Donc, maintenant, je vais présenter les travaux numériques. Donc, la partie modèle qui était en bleu, avec d'abord une explication de la méthode. Euh, donc, l'objectif de la méthode qu'on utilise, la méthode de réduction de modèle hybride, ça s'appelle la méthode d'interpolation empirique, Empirical Interpolation Method, EIM. Son objectif, c'est de traduire en temps réel des mesures locales en un champ global. Donc, en entrée, on a des paramètres, on est sur un modèle paramétrique, hein, comme les travaux euh, qui avaient été faits préalablement dans le GLMT. Donc, les paramètres mu, ça peut être les chargements, les propriétés matériaux, des géométries, des conditions limites. On a aussi le modèle élément fini, le maillage qu'on doit donner, et une zone instrumentale, là où on est capable de poser des capteurs dans la vraie vie, parce que si jamais en fait la méthode nous donne des localisations de capteurs qui sont inaccessibles, on ne pourra pas les positionner, donc il faut tout de suite la contraindre un petit peu. Après, c'est une méthode de base réduite, enfin, c'est comme une approximation de faible rang. On va créer la base réduite dans une phase hors ligne en minimisant les erreurs de reconstruction du champ d'intérêt. Et donc, à chaque fonction phi de la base réduite sera associée une position, là où l'erreur est minime dans le maillage. Et c'est ce qu'on appelle le point magique, c'est là où on va positionner le capteur. Et dans la phase en ligne, qui est celle qui tourne en temps réel, eh ben, on devra juste appliquer la condition d'interpolation qui dit qu'à ce point de localisation du capteur, la variable mesurée doit être égale à la variable qu'on cherche à reconstruire, enfin à l'estimation, et qui permettra de calculer juste les coefficients alpha. Donc voici pour la méthode EIM, elle permet donc de créer une base réduite de fonctions, donc un modèle réduit, et aussi d'indiquer les endroits où poser les capteurs pour optimiser, réduire et minimiser l'erreur de reconstruction de champ sur cette base réduite. Et elle a des hypothèses et des conditions qui lui sont propres, ouais, j'ai oublié de les mentionner. Euh, il faut que le modèle élément fini soit supposé parfait en entrée, et que la variable d'intérêt soit la variable mesurée ou une fonction linéaire de celle-ci.
Et donc, j'ai proposé deux applications. La première, c'est sur une plaque virtuelle, donc une simulation, et la deuxième sera sur l'appendice que j'ai présenté au début. Donc, sur la plaque virtuelle, donc c'est une plaque enfin, de 600 mm par 30 mm. Elle est encastrée sur un bord et des applications d'effort sur les deux composés pour appliquer soit de la torsion, soit de la flexion. Elle est simulée modélisée sur un logiciel enfin, par élément fini, avec des éléments coq, et on l'a paramétrisé avec quatre paramètres, deux modules Young, celui de l'unidirectionnel et celui du tissé. Parce que je vais te dire que en fait, dans l'épaisseur, c'est un macropli que j'ai présenté précédemment. Et on a aussi paramétrisé les deux efforts en bout de plaque. Et on a fait plusieurs tirages, 100 pour la construction de la base réduite et définition des localisations des capteurs, et 50 pour les tests. Et donc sur la planche suivante, je vais présenter les erreurs qui sont issues de ces 50 tirages tests, après avoir construit la base réduite. Donc là, je vous propose les erreurs à la norme et l'infini, ce qui veut dire que c'est vraiment l'erreur maximale, c'est là où on a la pire reconstruction. Et donc, vous avez la cartographie à gauche des erreurs sur la surface de la plaque, et à chaque nœud du maillage, c'est la pire erreur sur les 50 tirages tests. On voit qu'on a beaucoup plus d'erreurs sur les bords, par exemple. Là, on voit les deux coins d'encastrement que sur le reste de la plaque. Et vous avez aussi les différents capteurs qui sont positionnés avec des petits triangles bleus ou verts selon l'orientation de ces derniers, qui peuvent être dans le sens de déformation 1-1 ou de 2, enfin transverse et longitudinale. Et à droite, vous avez l'évolution de l'erreur maximale de cette cartographie en fonction du nombre de capteurs qui étaient positionnés. Et donc, on voit qu'au départ, on a des erreurs assez conséquentes pour un seul capteur. C'est sûrement lié aux effets de bord, où on a des erreurs assez grosses. Et par contre, dès qu'on arrive à 5-6 capteurs, on est en dessous du pourcent, même sur ces effets de bord. Donc, on est assez confiant, et ce pour à la fois les déformations et les contraintes, et dans toutes les directions. Donc, on a une méthode qui fonctionne bien sur des cas, je dirais, élémentaires d'une plaque. Et maintenant, si on passe à l'échelle vers l'appendice, euh, donc là, le cas d'application, ça va être du coup, l'appendice, un profil NACA 006 d'un mètre de long. Euh, il est toujours fabriqué en composite carbone époxy. Pour cette fabrication, c'est du pré-imprégné consolidation en autoclave. On a 27 plis avec donc une épaisseur maximale à l'emplanture qui est 13 mm environ. Et on retrouve cette séquence d'empilement là, du macropli avec un tissé, quatre unidirectionnels, un tissé, etc. On est venu instrumenté par des fibres, avec des fibres optiques à réseau de Bragg, selon un procédé de collage là, qui est indiqué à gauche. Et donc il y a 16 capteurs qui sont dispatchés sur deux lignes optiques. On a 11 sur la ligne où ils sont affichés en orange et 5 sur la ligne où ils sont affichés par les petits triangles verts. Et donc ils sont surmontés en réunion. Et vous avez déjà là d'indiquer les trois zones où on viendra mettre des efforts lors des essais. Et donc sur la planche suivante, je vais expliquer rapidement ce que pour positionner les capteurs, il faut avoir leur localisation, et pour ce faire, on a utilisé le IM en amont. Donc là, on a modélisé donc l'appendice en élément fini toujours, élément coq, avec une taille de maille d'1 mm. On avait sélectionné une zone instrumentable là, qui est définie en rouge, où on est suffisamment épais pour avoir une rainure et suffisamment éloigné de l'encastrement pour essayer d'éviter les effets de bord au niveau de l'encastrement. Et donc, on ne connaissait pas encore le cas d'application enfin, le montage expérimental qui est affiché en bas à gauche. Donc, lorsque j'ai paramétrisé ce modèle-là, j'avais donné des efforts en bout de foil où j'ai paramétrisé les orientations et les amplitudes. J'avais aussi paramétrisé l'ensemble des propriétés matériaux des deux matériaux, donc que ce soit module Joe, module de cisaillement et coefficient de poisson. Et j'ai donc, avec 50 tirages, déterminé 20 positions de capteurs là, qui sont affichées à droite. Et sur ces 20, on a pu en conserver 16, parce qu'on avait 4 qui n'étaient pas trop faisables dans le cheminement des fibres optiques. Et on a aussi construit la base réduite. Et donc là, à venir, du coup, il y a le banc d'essai en bas à gauche. C'est un banc d'essai qu'on a en propre à Naval Group. Il permet d'encastrer le foil à son emplanture et d'appliquer une flexion à l'aide d'un vérin et d'une liaison double pivot là, qui tire sur un système de cale qui épouse la forme du foil. Et donc, on est capable de récupérer la force via le vérin et le déplacement via la force via la cellule d'effort et le déplacement via le vérin.
Et donc la matrice d'essai statique qui avait été établie, c'était trois déplacements pour trois zones qui étaient définies précédemment, là, D, E et F, avec des déplacements nuls de 10 mm et de 20 mm. Et maintenant, si je passe à la planche d'après, là, ce sont pour l'instant, bah, c'est des travaux numériques. Et donc, à gauche, vous avez les cartographies des déformations selon le nombre de capteurs sur l'appendice. Donc, pour un capteur, deux capteurs, trois capteurs et 16 capteurs, et quand il y en a 16, vous avez des petits triangles noirs qui définissent leur localisation. À savoir, du coup, que euh, là, la particularité, c'est que la première EIM, elle avait été faite pour définir la localisation des capteurs selon les cas de chargement que j'avais euh, mis a priori. Mais en fait, ceux du moyen d'essai que j'ai présenté précédemment, les cas de chargement ne sont pas forcément au même endroit. Donc, il a fallu refaire une EIM, mais avec en zone instrumentable selon les localisations des capteurs. Ce qui fait qu'à droite, lorsqu'on observe l'évolution de l'estimation des erreurs, c'est passé à la norme L2 pour avoir quelque chose de plus moyenne, enfin, plus moyen que juste la pire erreur. Sur une structure plus complexe, c'est plus intéressant. On voit que sur les déformations, on arrive quand même avec la méthode à avoir des erreurs qui passent en dessous du pourcent dès le troisième capteur. Par contre, sur les contraintes, on a un peu plus de mal. Le modèle, là, il est un peu trop contraint par les localisations des capteurs, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc voilà. Et bon, du coup, on est capable de mesurer des déformations avec des capteurs fibre optique à réseau de Bragg, de passer de ces mesures locales à une reconstruction globale au moins du champ de déformation avec des erreurs maîtrisées. Le champ de contrainte, il y a peut-être un peu plus de travail là, sur ce cas d'application-là. Et on pourra toujours utiliser des lois de comportement pour retrouver les contraintes et passer euh, via les courbes de voleur vers une durée de vie en sortie pour le post-traitement. Et donc là, je voulais évoquer des perspectives techniques. Euh, donc, je ne l'ai pas évoqué, mais on avait des problèmes de corrélation déjà entre le calcul et l'essai sur le moyen d'essai que je vous ai présenté. Donc, il a été décidé de modifier ce montage expérimental. Donc là, vous avez le nouveau montage qui est affiché à droite avec un système de poulies qui permet d'avoir un effort bien axial qui respecte le vérin et qui empêche d'avoir des efforts transverses dans celui-ci et qui permet aussi d'avoir des efforts bien axiales pour tirer sur l'appendice. Et on a ajouté un capteur d'effort au plus proche de l'appendice ainsi qu'un capteur de déplacement laser en bas du câble qui permet d'avoir directement la flèche de l'appendice. Et avec ça, on cherche à minimiser les erreurs de corrélation entre le calcul et l'essai. Deuxièmement, il faudrait ajouter des corrections. Enfin, on l'a déjà fait dans le cadre de la thèse avec les trois premières méthodes qui sont affichées ici, PBDW, RPBW et REIM, qui sont des méthodes qui, en plus de la partie EIM là, avec alpha et phi là, qui est à gauche, ajoutent une partie corrective avec des coefficients bêta et des fonctions de base réduite phi euh, avec des capteurs supplémentaires en fait qui viennent s'ajouter pour corriger la reconstruction, l'estimation des capteurs qui sont utilisés pour la méthode de base. Et donc avec ça, on cherche à minimiser les erreurs de reconstruction des contraintes et des déformations. Et il y aura du travail à faire là, possiblement dans des prochaines collaborations sur la construction de ces bases réduites là, de correctifs pour les optimiser. Et aussi de prendre en compte le paramètre temps pour des essais cycliques et pourquoi pas des essais même en fréquentiel, vibratoire, je veux dire, qui ferait le lien avec les travaux antérieurs du GLMT. Et enfin, il faudrait mener la méthode de la mesure jusqu'au reste à vivre, utiliser les courbes de fatigue pour aller jusqu'au bout de la méthode et mener une quantification de la propagation des incertitudes sur tout le parcours de la méthode de la mesure jusqu'à la durée de vie finale. Et on pourrait aussi passer à l'échelle à la fois en chargement. Là, vous voyez en bas à droite, ce sont des essais en fait en bassin qui ont été faits sur l'hydrofoil par le Léa avec Antoine Ducoing et Théo Simonet. Euh, donc les essais se sont bien déroulés. Pour autant, on n'a pas appliqué la méthode de surveillance sur ces données mesurées-là, et il faudrait le faire. Euh, et après, passer à une structure plus complexe et dans des conditions réelles. Et donc, voilà ce qui conclut la partie plutôt présentation technique des travaux de thèse sur la surveillance des structures composites par instrumentation optique. Et- Oh, donc,
Ouais, je vais reprendre la main. Merci. Donc, en synthèse, là, les différents projets là, qui ont été menés avec Naval Group et notamment le dernier, euh, ce qui a été bénéfique pour chacun, c'est bah, les échanges qui sont toujours riches de toute façon entre partenaires industriels et académiques. Et pour nous, ça a été sur un premier point sur l'énoncé précis des besoins des industriels, hein, et nous donner aussi leurs contraintes en fait en interne. Alors, énoncé précis des besoins, c'est qu'à chaque fois, on souhaitait savoir exactement ce dont ils avaient besoin en sortie comme quantité d'intérêt pour pouvoir développer vraiment des méthodes spécifiques à leur quantité d'intérêt. Les contraintes industrielles, bah, c'était aussi pour les connaître, en fait, lorsqu'on nous les énonçait, c'était pouvoir faciliter le transfert de nos méthodes vers les industriels pour leurs pratiques quotidiennes. Donc là, on monte en TRL, on serait sur du TRL 6. Et donc, on avait besoin de savoir pour ça quelles étaient leurs pratiques usuelles, les codes utilisés et puis le niveau d'expertise des ingénieurs, hein, pour qu'ils puissent prendre en main les nouvelles méthodes. Donc voilà, c'était développer des outils qui soient le plus non intrusifs possible pour les ingénieurs, hein, et s'adapter à leur code actuel. Ce qui a été favorable dans notre cas, c'est que dans tous les projets que j'ai énoncés là, depuis 2013, on avait un interlocuteur chez Naval Group qui était Cédric Leblond, qui était à la fois scientifiquement très solide, enfin, qui comprenait très bien ce que faisaient les académiques, et très proche des problématiques des ingénieurs. Donc ça, c'était d'un point de vue dialogue, c'était super, hein. Et puis enfin, ça a permis aussi le partage de moyens, alors notamment expérimentaux, entre les mesures ou les bancs d'essai, entre les moyens qu'on avait au GEM et puis à Naval Group. Dans les valorisations aussi, enfin, sur les travaux, peut-être moins sur ces derniers, mais ceux qui précédaient, c'était d'avoir pu développer aussi les méthodes directement dans Codaster, et donc ça, c'est bénéfique pour toute la communauté. Voilà. Donc ça clôt notre intervention. Merci. Merci Mathilde et merci Mathias. Je vous propose, si vous souhaitez, de pouvoir poser vos questions à travers, voilà, à travers le chat. J'en ai juste peut-être déjà une première. Vous avez évoqué, Mathilde, une quantité d'intérêt de l'industriel, voilà, dans la relation qui était importante. Est-ce que vous pouvez préciser un peu Alors, ce point-là? Qu'est-ce qu'on appelle, voilà, une une quantité quantité d'intérêt? d'intérêt, ouais. C'est qu'au départ, par exemple, si je reprends les problèmes vibroacoustiques, ce qu'ils voulaient, c'était une fonction de réponse en fréquence donnée, enfin décrite explicitement en fonction de tous les paramètres d'entrée. Donc, euh, je sais pas moi, de la raideur, de la masse volumique, etc. Et en fait, en dialoguant avec les industriels, on se rend compte que c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est une quantité statistique, c'est une probabilité de dépasser une valeur qui est seuil. Et c'est pas la même chose pour nous. Donc c'est vraiment euh, préciser ce dont ils ont besoin pour faire du dimensionnement en sortie. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question qui porte sur plus sur la thèse de Mathias. Après, en termes du coup d'application, sur quel type, là, on a évoqué des appendices, sur quel type de d'endroit, j'allais dire, du navire, est-ce que on peut répliquer tout le travail qui a été fait finalement, et quelles sont les priorités au niveau d'un navire en termes de surveillance en temps réel? Alors là, le cas d'application industrielle qui était caché derrière l'appendice, c'était en fait le mât ou composite, les mâts sous-marins qui sont cachés dans le massif qui est la partie supérieure du sous-marin, là où sont tous les mâts avec les périscopes et l'électronique radar, anti-radar. Et l'idée, c'était de surveiller ces mâts en statique et en fatigue, car on fait la conception et la fabrication en composite et on a besoin d'un retour d'expérience, un retour de données pour valider nos hypothèses de conception.
sur ces structures-là. Et après, ça peut s'élargir en fait à toutes sortes de structures et équipements, que ce soit composites ou même métalliques, à bord de sous-marins et bâtiments de surface, hein, ou même drones. Donc on regarde aussi pour des bâtiments de surface complets, à l'échelle de la frégate, typiquement. Merci. Alors, quels sont les... oui, finalement, alors, je comprends pas trop la question. Euh, non, j'ai pas la question. Je sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat. N'hésitez pas. Alors, j'ai quelqu'un qui a levé la main, mais est-ce que vous pouvez poser votre question à travers le petit endroit questions-réponses, s'il vous plaît? Mathilde Delin, est-ce que tu pourrais nous Pardon? dire? Oui, là, j'ai deux personnes qui ont levé la main, mais du coup, pour pouvoir reposer la Non, question il y a hors du deux chat. personnes. Oui, C'est bon. c'est-à-dire, ils peuvent poser la question là, Mathilde, s'il te plaît? Les deux personnes ont l'autorisation. Parfait. Ben, je vous laisse poser votre question en direct. Donc, j'ai Alan Tassin. Le micro est coupé. Pour, il y en a un des deux où le micro est coupé. Il faut activer le micro. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, en fait, le chat est désactivé. Donc, on peut pas. Je l'ai Ouais. là, du D'accord. coup. Bon, c'est pas grave. Allez-y. Oui, bah, j'avais une question pour Mathieu Rio. Donc, Jean-Baptiste Rabier, société CG Wireless. On a un bureau d'études électroniques spécialisé en radio. Et je voulais savoir si, dans le cadre de ce projet ou de travaux futurs, l'utilisation de capteurs fonctionnant avec de la radio, plutôt que du filaire, ce que j'ai vu sur les photos, avait été envisagée Euh, pour de la transmission de données en temps réel. pour l'instant, on regarde beaucoup la transmission filaire, parce qu'on a des problèmes on n'a pas le droit d'avoir de cloud ou de transmission wireless dans certaines parties des bâtiments, pour des questions de sécurité et de sûreté. Donc on est plus sur des solutions filaires avec fibre optique ou même des capteurs piézoélectriques ou autres. Pour autant, on pourra en discuter s'il y a des évolutions sur les normes de sûreté et de sécurité à bord de nos bâtiments. Ok. Donc c'était principalement la cyber qui avait guidé ce choix, quoi. Oui, bah, qui a orienté ce choix dans un premier temps. D'accord. Intéressant. Merci. Vous avez une autre question de Alan Tassin? De la même façon, votre micro était éteint, c'est bon. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais vous poser la question, quel niveau minimum de déformation vous pensez pouvoir mesurer avec le système de fibre optique que vous avez et sur quelle gamme de fréquences vous arrivez à faire des mesures? Parce que j'imagine que sur des structures échelle 1, on va avoir des niveaux de déformation assez faibles. Ouais, et en bassin, comme c'est le cas en bas à droite également. Merci pour la question. Alors du coup, on peut mesurer des déformations, pour la première partie de la question, on peut mesurer des déformations euh, assez précisément, hein. Comme vous l'avez vu dans la présentation, il y avait ah non, je les avais mis en erreur, autant pour moi. Donc il y a des valeurs de déformation en micromètres, on est de l'ordre du micromètre, hein, voire de l'ordre des mesures, avec fibre optique et réseau de Bragg. Donc, quelques Micromètres, microdef, vous arrivez à mesurer. c'est on est de l'ordre de la microdef, donc des micromètres par mètre. Donc en pourcentage, je sais plus combien ça fait, mais 0,1%, 0,01%. Et du coup, après, pour la partie plutôt fréquence d'acquisition, ça dépend des moyens d'interrogation, enfin des bragmètres qui sont utilisés pour interroger les capteurs fibre optique à réseau de Bragg.
Et donc, nous, on a deux moyens en laboratoire. Chez Navagroup, on en a un qui va interroger à 1 kHz et un second qui va aller jusqu'à 5 kHz. Donc, ça permet de faire du vibratoire, mais avec des basses fréquences, je dirais. Et après, si on veut monter plus haut en fréquence, là, on n'est plus trop sur la même type de mesure. Enfin, c'est plus trop de la mesure de déformation, c'est plus de la mesure d'acoustique, je dirais, avec tout ce qui va être edge, edge filtering. Enfin, c'est d'autres technologies de mesure. Et donc, ouais, typiquement pour les essais en bassin, c'est vrai qu'on va avoir on a des déformations qui sont pas très importantes hein, sur les grosses structures, sauf dans des points vraiment très chauds, mais on essaie de les minimiser. Et ce qui va être plus pénalisant, en fait, c'est le bruit de mesure plutôt que la sensibilité. C'est le bruit qu'il va y avoir autour de cette mesure qui peut être des fois plus grand que ce qu'on mesure. Et donc là, typiquement, il y avait les méthodes RPW et REIM prennent en compte ce bruit. C'est des méthodes régularisées. Donc, il faut faire des mesures à blanc qui mesurent le bruit de mesure. Et elles viennent retirer, enfin, comme une référence, elles viennent retirer ce bruit de mesure de la reconstruction derrière. Je sais pas si Vous ça êtes, répond. vous êtes inférieur à la microdef en bassin? Non, on est un peu plus haut que j'ai plus en mémoire les valeurs de déformation en bassin. Il faudrait retrouver ça. Il y a l'article, je l'ai pas mis en référence, mais un article de Théo Simonet et d'Antoine Ducoing sur les mesures qui ont été faites sur certains des capteurs fibre-optique réseau qui étaient dans l'appendice. Euh, J'imagine qu'on doit être de l'ordre de 300 microdef, quelque chose comme ça. J'ai plus trop l'ordre de grandeur exact, mais Donc c'est pas on si est, mal. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou voilà, où je conclus en remerciant Mathilde et Mathias voilà, pour cette présentation, à la fois des travaux et des perspectives. Comme je vous le disais en introduction, donc ce webinaire a été enregistré, vous le retrouverez dans les jours qui arrivent donc sur YouTube. Et puis, nous vous donnons rendez-vous, je crois que ce sera au mois de mai pour un prochain webinaire du Carnomère. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.